Le syndicat de papier White Birch est déçu de l'offre déposée par l'entreprise. Investissement de 10 millions de dollars sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire et 15 morts en 24 heures à Gaza. 3 autres victimes ont été tuées ce matin. Bon début de soirée, ici Lydia Girard et voici votre bulletin de nouvelles. Les travailleurs de l'entreprise papier White Birch reçoivent enfin une offre venant de leur employeur. Cette usine, qui a mis 600 employés à la rue depuis le mois de décembre, a déposé une offre dite finale. Le syndicat confirme le tout en ajoutant qu'il y a trop de questions sans réponse et qu'en gros, l'offre est très décevante. De plus, le document n'aurait pas été déposé en main propre, mais par courriel, ce qui déçoit le syndicat. Ils promettent cependant de se prononcer d'ici quelques jours et rappellent que les négociations sont suspendues pour permettre à la direction de donner plus de précision face à leurs attentes. Et le ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Laurent Lessard, a annoncé hier un investissement pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars sur l'autoroute 20. Les travaux, qui feront suite à ceux de l'année dernière, viendront ajouter 6,4 km de béton à la hauteur de Saint-Apollinaire. La raison principale de ces travaux est simple. Il y a une augmentation de 50 des véhicules lourds passant dans cette région. L'utilisation du béton a été justifiée par le fait qu'il est peut-être plus dispendieux, mais beaucoup plus durable. Et finalement, un bombardement aérien a éclaté encore une fois ce matin à Gaza. Les Israéliens ont attaqué 3 Palestiniens qui circulaient à moto sur le sud de la bande de Gaza. Toutes ces violences sont dues à un désir d'éliminer un des chefs du groupe palestinien. Cette attaque élève le nombre de morts à 15 en Palestine dans les 24 dernières heures, dis-je bien. Il s'agirait de la journée la plus meurtrière depuis 2008. Et maintenant, Sarah, on le sait, le métier d'agriculteur est très demandant et cela peut malheureusement mener à des fins plus difficiles. Oui, Lydia, les longues heures de travail, les tâches épuisantes et les vacances presque inexistantes nous démontrent que les agriculteurs poussent régulièrement leurs limites physiques et mentales. Pas étonnant de constater que le taux de suicide chez les agriculteurs est 2 fois plus élevé que chez la population en général. Alors, pour mieux comprendre les facteurs de stress reliés à ce métier, nous avons rencontré un agriculteur qui a dû vendre sa ferme avant de succomber à ses pensées suicidaires. Alors, j'ai quitté l'entreprise agricole pour des raisons de maladie, surtout surmenage, fatigue. Les producteurs agricoles, on est propriétaires, donc il n'y a jamais de limite. Si on ne se donne pas nous-mêmes des limites, c'est là que la fatigue, le surmenage, le stress arrive. Les agriculteurs ont plusieurs stress sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. Par exemple, la température, les quotas, les changements dans l'industrie, c'est des choses qui, eux, doivent subir et qui amènent beaucoup de stress, qui amènent chez les agriculteurs la dépression. En Mauricie, la Fédération de l'Union des producteurs agricoles est à l'écoute de ses membres à travers plusieurs activités. Le vice-président de l'UPA Mauricie nous explique le concept des déjeuners-causeries. On va inviter, peu importe l'agriculteur dans sa spécialité, à venir discuter. Pas discuter de dépression ou quoi que ce soit. C'est de venir discuter à large, à savoir, à un moment donné, sa vision sur le monde agricole. Et en même temps, on peut dépister. Parce que, écoutez, ce qu'on veut, premièrement, c'est que les agriculteurs se confient. On ne demande pas d'aide à ce moment-là parce qu'on n'est pas dans un état pour en demander. On s'isole, on est orgueilleux, on est fait fort, surtout dans le monde agricole. Puis on pense qu'on va tout régler ça tout seul. Ce que la prévention nous dit, c'est d'être là sur le terrain, d'avoir des répondants terrain, d'avoir des sentinelles sur le terrain. Ça permet de dépister plus rapidement et d'orienter plus rapidement les personnes en détresse vers les ressources du territoire disponible. L'isolement, c'est proche du suicide aussi, quand on considère un peu les étapes pour arriver au suicide. J'avais tous les symptômes pour m'en aller là. Mais j'ai sorti de l'agriculture avant que ça m'arrive, mais j'avais effectivement les composantes pour y arriver. En Mauricie, centre du Québec, c'est une 50aine de spécialistes qui sont présents sur le terrain et à l'écoute de ces agriculteurs en détresse. C'était Sarah Beaupré pour l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Bonjour Tania Kim. Bonjour Lydia. Et d'un point de vue un peu plus culturel maintenant, la soirée télévisuelle de demain risque d'être plutôt chargée. D'abord en raison de la 14e soirée des Jutras qui va être présentée en direct sur les ondes de Radio-Canada dès 19h30. La soirée va être animée par Sylvie Moreau et Yves P. Pelletier, soit les mêmes animateurs que l'année dernière. Et connaissant leur excellent sens de l'humour et du punch, les Jutras 2012 vont certainement être extrêmement divertissants. Et pour ce qui est des films chouchous cette année, c'est Monsieur Lazare, l'œuvre du réalisateur québécois Philippe Falardeau, qui est en tête avec un total de 9 nominations, incluant celle du meilleur film, du meilleur scénario et du film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec. Les longs-métrages Café de Flore et Coteau Rouge sont les films suivants en tête de liste, avec respectivement 7 et 8 nominations. Coteau Rouge est d'ailleurs en compétition avec Monsieur Lazare pour la catégorie meilleur film, alors que Jean-Marc Vallée, réalisateur de Café de Flore, s'ajoute aux nominations pour la meilleure réalisation. Également cette année, le prix Jutra Hommage 2012 a été décerné à Paul Baillargeon, une grande artiste et cinéaste de renom. Elle a d'ailleurs remporté en 2009 le prix Albert Tessier, un prix extrêmement prestigieux de la sphère cinématographique accordé par le gouvernement du Québec. La même année, elle s'est aussi vue accorder le titre de cinéaste en résidence pour 2 ans à l'Office national du film. Bref, la 14e soirée des Jutras va certainement être bien remplie, Lydia. Et parlant d'horaires chargés, c'en était toute une pour les académiciens qui étaient de passage à Québec aujourd'hui. Oui, on pouvait effectivement aller les rencontrer à partir de 13h et durant tout l'après-midi à la patinoire du Mégaparc des Galeries de la Capitale. François, Caroline, Saramé, Brian et Simon étaient présents pour saluer leurs fans et pour offrir 2 séances d'autographes. Le but de cette apparition-là était évidemment de faire la promotion de l'album de Star Academy 2012 qui est sorti en magasin mardi dernier. Et n'oublions surtout pas que la finale masculine aura lieu demain soir lors du Variété. Une finale qui opposera Olivier, Mike, Jean-Marc et Jason, 4 participants qui ont eu un très beau parcours à l'Académie. La compétition va probablement être extrêmement serrée, Lydia. Très difficile de dire quel sera l'académicien finaliste du côté des gars, mais on peut être sûr d'une chose, c'est que l'émission de demain va sans aucun doute, être haute en couleurs et en émotion. Et rappelons-nous également que la semaine prochaine, ce sera le tour des finalistes féminines de nous montrer ce qu'elles savent faire. C'est donc le 18 mars que nous saurons qui, entre Andréane L, Andréane A, Sophie et Mélissa, sera couronnée grande finaliste féminine 2012. Merci beaucoup, Tania Kim. Ça me fait plaisir. Et maintenant, nouvelle de dernière minute, on retrouve Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Lydia. Alors, on vous retrouve devant un boisé de la région et il y aurait eu une disparition. Est-ce que vous avez plus de détails? Oui, c'est mercredi soir que Marie-Mélissa Langevin, 26 ans, a été portée disparue. On l'a vue à 19h30 sortir de son appartement pour aller faire son jogging avec son chien. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis environ 48 heures. Et est-ce que vous savez ce qu'elle portait la dernière fois où on l'a aperçue? Oui, elle avait un survêtement bleu royal, une tuque noire et bleue et des collants de course noire. Et est-ce qu'on sait de quel endroit venait la dame? Oui, Marie-Mélissa, était originaire de Manche d'Épée. Mais par contre, depuis 6 ans, elle étudiait en médecine dentaire en cycle supérieur à Québec. Donc, elle est à Québec. Parfait. Et vous avez aussi rencontré, Marie-Pierre, le porte-parole de la police de la Ville de Québec. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Oui, j'ai rencontré Serge Villeneuve qui a rapporté qu'une dizaine de personnes ont vu la dame courir sur la rue Mira, où elle habite. Rien de louche n'a été signalé. Par contre, on sait qu'elle a fait un achat au couche-tard sur le coin Mira et chemin Saint-Louis. Depuis, une dame a retrouvé son chien à 10 km de chez elle, à Cap-Rouge. Et aussi, vous avez eu la chance de vous entretenir avec un ami de la victime. Oui, Véronique Charret nous dit qu'elle a contacté la disparue juste avant son départ de son appartement parce qu'elles avaient rendez-vous tout de suite après son jogging pour étudier. Par contre, elle ne s'est jamais présentée au rendez-vous et n'a jamais eu de nouvelles d'elle. Le copain de Marie-Mélissa a contacté Véronique vers minuit pour lui faire part de son inquiétude puisqu'elle n'était pas rentrée. Et si les gens ont de l'information, Marie-Pierre, est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou quelque chose pour donner de l'information? Oui, les gens peuvent contacter le 911 pour des informations importantes concernant la disparition. Sinon, contactez la ligne d'urgence au 418-555-9111.
Parfait, merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, on vous rappelle en fait que c'est Marie-Michel Langevin, 26 ans, de Québec, qui a quitté. Alors, à ce samedi 10 mars, on vous rappelle que vous devez reculer l'air ce soir et du même coup, vérifiez vos piles. Bonne fin de soirée, merci tout le monde, de la part de toute l'équipe. À la prochaine. Gentil.